Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Emmanuel Marx, je suis directeur de l'association Écoquartier Strasbourg. Et donc on m'a donné la petite mission de parler d'habitat participatif et d'écoquartier. Alors j'ai juste un petit sondage pour goûter le niveau de connaissance générale sur l'habitat participatif. C'est levez la main si vous connaissez un petit peu la notion d'habitat participatif. Voilà, ça va un peu. Ouais. Un peu plus de 50. Ouais. Donc, je vais faire une présentation qui vous donne, on va dire, un aperçu général et particulier, à la fois sur l'habitat participatif et à la fois sur les écoquartiers. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se rejoignent et d'autres qui se différencient. Pour commencer, c'était important pour moi de présenter ce petit visuel parce que l'association Écoquartier Strasbourg a un peu plus de 25 ans. Elle a été créée en l'an 2000 par un collectif de Strasbourgeois qui a eu cette idée folle de vouloir faire irruption dans la fabrication de la ville et vouloir mettre en phase les valeurs qu'ils partageaient autour de l'inclusion, de la participation et de l'écologie avec leur cadre de vie. Et ils ont créé l'association Écoquartier Strasbourg, parce que de l'autre côté de la frontière était né un des premiers écoquartiers en Europe, qui est l'écoquartier Vauban à Fribourg. Et quelques années après, donc finalement l'ambition d'un écoquartier porté par des habitants était un peu trop ambitieux. Ils se sont rabattus sur un premier projet d'habitat participatif. Vous voyez la filiation de l'écoquartier, de cette idée de vouloir fabriquer la ville de manière très ambitieuse à quelque chose on va déjà faire un micro-écoquartier, un habitat collectif écologique. Et en 2010, cette association, les membres de l'association ont emménagé dans l'immeuble écologique que vous voyez juste à l'arrière, qui est un immeuble qui se situe au Neudorf, qui est le premier immeuble en habitat participatif à Strasbourg. Je vais vous détailler un petit peu mieux ce qu'on met derrière le terme habitat participatif et ce qu'on met derrière le terme écoquartier, en faisant des allers-retours entre du plus général au plus particulier pour que vous puissiez un peu comprendre dans son ensemble et en même temps de manière un peu plus détaillée. Peut-être bien. Déjà, au niveau les origines sont assez partagées entre écoquartier et habitat participatif. Et il y a deux sources d'inspiration, il y a deux filiations ou de chemins qui expliquent l'avènement des écoquartiers et de l'habitat participatif. C'est d'un côté un mouvement qui s'inscrit beaucoup plus dans des logiques durabilistes, écologiques. Depuis les années 50, 60, il y a eu plein d'initiatives de scientifiques, d'initiatives de militants autour des mouvements de halte à la croissance, du Club de Rome. Ça s'est institutionnalisé autour du rapport Brundtland, du rapport Meadows, qui ont pointé le fait que la croissance ne pouvait pas être infinie, etc. Et donc c'est tout un mouvement de prise de conscience écologique qui a été très très fort. Et pour en arriver aux accords de Rio, qui a institué la notion de développement durable que tout le monde connaît maintenant. Et à côté de ça, à côté de ce mouvement qui est vraiment, on va dire, tiré par une dimension de prise de conscience de l'impact environnemental de l'homme, il y a tout un mouvement pluriel qui s'est formé autour beaucoup des mouvements d'autogestion, d'organisation. Donc c'est beaucoup plus sur un élan social que ça s'est formé autour des premières expériences autogérées, du mouvement coopératif. Pareil, dans les années 50-60, il grandit. Il a été finalement en parallèle, on a aussi l'effet de la décentralisation, d'une logique d'un État qui donnait quel était l'intérêt général à quelque chose, d'un État qui délègue des compétences, qui partage un petit peu de sa responsabilité avec les territoires, ce qui est déjà une forme de participation, ce par les habitants, mais c'est les territoires qui participent. Et puis un peu plus récemment, beaucoup plus récemment en France, mais qui existe dans les pays anglo-saxons et dans les pays germaniques depuis beaucoup plus longtemps, il y a tous les mouvements de développement communautaire, d'empowerment, qui est cette idée que finalement les habitants peuvent eux-mêmes chercher à défendre les intérêts de leur territoire, chercher à imaginer des services qui permettent de répondre aux besoins du territoire. Donc c'est plutôt
un mouvement social, on va dire, avec une forte attention aux valeurs sociales. De l'autre côté, c'est plutôt sur les valeurs écologiques. Et ça a donné lieu, quelque part, avec cette première expérience, parmi les premières expériences d'écoquartier, Vauban, à Fribourg. Ça a donné lieu au premier projet d'habitat perspective. Je reviendrai dessus sur cette petite genèse. Aujourd'hui, c'était juste pour vous poser en deux diapos, on va dire une grille de lecture sur l'ambivalence dans lequel se situe ce mouvement aujourd'hui, ces mouvements, si on peut dire. L'ambivalence entre des dynamiques qui sont venues vraiment d'en bas, bottom-up comme on dit, qui se sont incarnées avec l'habitat participatif, avec les écoquartiers, qui aujourd'hui existent encore avec le mouvement Habitat Participatif France. C'est le mouvement national qui porte, qui fédère l'ensemble des habitats participatifs. En même temps, depuis 10-15 ans, que l'écologie, le participatif, le vivre ensemble s'est progressivement institutionnalisé et rentré dans les institutions, a été récupéré. On le retrouve à la fois à travers le côté label écoquartier, qui est maintenant un label d'État, donc qui vous donne toute une série de cases à cocher pour dire à quel niveau vous êtes un écoquartier. Et aussi à travers une récupération un peu capitale par le grand capital des promoteurs qui cherchent à faire de l'habitat participatif avec une dimension, on va dire, participative, mais avec aussi une vocation lucrative qui reste là, avec notamment la notion là, de co-conception immobilière. Donc on est pris dans cet effet avec un mouvement qui veut rester encore inscrit dans l'initiative habitante et un autre qui s'institutionnalise, soit sous la forme plutôt commerciale, mercantile, soit sous la forme plus d'establishment des autorités publiques, des collectivités de l'État. C'est une autre manière de voir ce prisme-là, cette dichotomie entre quelque chose qui se démultiplie, qui se diffuse plus largement que les petits embryons qui avaient émergé dans les 50 dernières années, et quelque chose qui reste encore de l'importance de la spontanéité, de l'agir des habitants. C'est une slide que j'ai utilisée pour présenter l'habitat participatif. L'habitat participatif, ça naît d'un désir d'habitant, d'un désir individuel qui devient collectif, qui est dans une logique de spontanéité, de liberté, d'incertitude, un peu comme la rose trémière. Elle va se faufiler dans la petite place qui reste encore de pas trop dessiné, de pas trop écrit dans la fabrication de la ville, et qui va chercher à grandir dans ces petits espaces-là, avec cet élan de liberté, dans une logique très, très organique. Là où ailleurs, les institutions sont beaucoup plus dans une logique moderne, on va dire, qui est beaucoup plus dans un enjeu de planifier, de contrôler, de maîtriser, d'être performant pour pouvoir démultiplier, pour pouvoir dire qu'on est dans l'intérêt général. Ça veut dire ça peut concerner tout le monde. Tout le monde doit être concerné par ça. Donc, c'est vrai que la logique des institutions est beaucoup plus dans une logique moderne, qui vise à faire que les choses soient planifiables, contrôlables, pour avoir un gain de temps. Mais malheureusement, ça ne va pas forcément en accord avec l'esprit originel de ce mouvement, on va dire, qui était ascendant. Un petit zoom je vais faire donc un temps de présentation, zoom sur l'habitat participatif, zoom sur les écoquartiers, puis après on pourra discuter des liens entre les deux. Pour faire vite sur le mouvement de l'habitat participatif, je vous ai dit, j'ai repris essentiellement le mouvement plus social, issu des premières expériences. L'habitat participatif, c'est une dynamique d'habiter ensemble. On veut habiter pas dans le sens d'avoir un logement, pas que dans ce sens d'avoir un logement, mais habiter dans le sens d'être en relation avec son environnement direct, son logement, ses espaces communs, son quartier, avec la planète. C'est cette attention à la relation avec le cadre de vie, c'est ça le terme de l'habiter est plus lié à cette dimension-là. Et ce mouvement d'habiter ensemble, il existe depuis très longtemps, puisque avec le Famille-Mystère de Guise, déjà moitié du 19e, il y a eu ces premières expériences autogestionnaires qui visaient à créer des communautés de vie et des communautés de travail et de production à l'époque. C'est la particularité sur le Famille-Mystère de Guise. Le mouvement coopératif des castors, c'est dans l'après-guerre, mais c'est aussi dans ce mouvement coopératif avec une dimension un peu plus individualiste, avec l'idée de construire sa maison,
mais de s'entraider les uns les autres pour construire et subvenir aux besoins essentiels qui étaient dans l'après-guerre, surtout se loger, mais dans une logique de coopération. Quelques 20-30 ans après, ça a donné le mouvement des habitats groupés autogérés. C'est les prémices de l'habitat participatif comme on le retrouve aujourd'hui, le MHGA, dans les années milieu des années 70, qui a créé déjà différentes opérations en France et qui, à partir des années 2000-2010, poussé par l'élan, notamment durabiliste, autour de l'enjeu de repositionner l'écologie au milieu, on va dire, des enjeux politiques, a donné un grand coup d'accélérateur au mouvement d'habitat groupé qui était émergent, mais finalement qui est resté à un nombre très, très, très réduit d'opérations, là où depuis 2010, on compte une progression environ de 20% chaque année du nombre de projets. Donc on en arrive à un petit millier globalement en France. Donc il y a un coup d'accélérateur qui est très important sur ce mouvement. Juste pour vous dire rapidement que l'habitat participatif, depuis 2014, c'est carrément quelque chose qui s'est promu d'ailleurs, soutenu par le mouvement Habitat Participatif France. Il y a eu ce désir de vouloir institutionnaliser quelque part, ou en tout cas de légitimer ce mouvement par les collectivités, par les autorités publiques. Et la loi Allure a permis de faire exister le terme habitat participatif dans la loi, de lui donner donc c'était vraiment soutenu à la fois par le mouvement citoyen et ça a aussi ses défauts, comme je vous en parlais précédemment. Pour vous poser, on va dire, une courte définition de l'habitat participatif. C'est ce qui est indiqué dans la loi, je vous l'ai fait sous la forme d'un petit schéma. En gros, il y a 3 piliers de l'habitat participatif. Il y a l'idée d'être associé en amont dans l'élaboration du projet. Alors j'ai mis des petits thermomètres à chacun, parce que selon les projets, je reviendrai dessus, mais il y a des variantes qui peuvent être très importantes. On peut être à l'initiative d'un projet ou on peut être associé beaucoup plus tard. Mais en tout cas, il y a cette idée que dans cette phase de conception, d'élaboration, il y ait une place qui soit donnée aux habitants. Le deuxième pilier, c'est le fait qu'il y ait des espaces ou des services mutualisés. Il y a une forme d'enjeu de mutualisation, de partage qui se fait. Je reviendrai dessus un peu de manière plus concrète. Donc ça peut aller de la petite buanderie ou de l'atelier à des espaces partagés beaucoup plus généreux. Et le troisième pilier, c'est un peu la résultante des 2 premiers. C'est que en étant associé en amont, en ayant un peu plus à partager que simplement la cage d'escalier et l'ascenseur, et ben en fait, il y a un enjeu d'implication, d'habiter ensemble, d'être en lien, de prendre soin de la dimension relationnelle dans laquelle on baigne quand on est dans un habitat collectif, qui est plus important, et notamment aussi un soin donné à la répartition des tâches, à l'implication du plus grand nombre, sans que ce soit une injonction à la participation de toutes et de tous, mais voilà, il y a un soin qui est donné à cette idée de vivre ensemble et de décider ensemble. Et c'est sûr que voilà, je ne vais pas revenir, je me répète. Ça se situe un petit peu à mi-chemin entre, finalement, l'esprit communautaire où, en gros, l'individu fusionnait quelque part dans la communauté. Il n'avait plus vraiment d'espace individuel. Il faisait corps avec la communauté dans un système relationnel très, très, très dense. Très, très compliqué aussi à gérer. La copropriété, on est dans un mouvement où on a du commun, mais disons que chacun est bien chez soi, et la plupart du temps, pour voir les difficultés des copropriétés, les gens se représentent surtout la copro comme un amoncellement de logements individuels, et le commun a vraiment du mal à exister dans un statut juridique qui est très très réglementé, qui est très très lourd. Dans l'habitat participatif, il y a tout de suite l'idée d'avoir à la fois des espaces privatifs qui viennent nourrir notre besoin de se sentir bien chez soi, et en même temps une ouverture vers un commun qui se construit. La définition du commun, c'est à la fois une communauté, un bien commun, et une manière de gérer ensemble ce commun. Donc ce qu'on retrouve beaucoup dans les habitats participatifs, il y a beaucoup de temps qui sont pris à discuter de comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on prend les décisions, quels sont les besoins qu'on a identifiés nouveaux, etc. Donc le système on va dire d'autorégulation est central, notamment par le fait que le bien commun est beaucoup plus
positionné au milieu du projet par rapport à un modèle de copropriété lambda. Je ne vais pas prendre trop de temps sur ce sujet, mais c'était juste pour vous poser le fait qu'il y a différentes formes d'habitat participatif. Il y en a qui sont dans les situations initiales parfois originellement à l'initiative des habitants, c'est ça la première vague, mais depuis qu'il y a cette vague d'institutionnalisation, il y a aussi des opérateurs, des bailleurs sociaux qui essayent de lancer des projets de ce type-là, en associant les personnes plus ou moins tôt dans le projet. Il y a des promoteurs également. Il y a aussi des collectivités qui voient ça d'un bon œil et qui se disent, tiens, moi, j'aimerais bien avoir un habitat participatif sur mon territoire, j'aimerais bien aider à poser les conditions pour qu'il y ait un groupe qui se forme, un projet qui se forme. Donc, il y a les 3 cas de figure qui peuvent exister, et il y a différents types de portages. Je reviendrai dessus, une manière de comment on conçoit et on construit le projet. Et il y a après tout le champ des montages juridiques qui est un peu l'aboutissement de cette réflexion-là, et qui, simplement pour vous dire que voilà, il y a une large diversité, ce n'est pas que de la propriété privée, ce n'est pas que du locatif, il y a toute une myriade de possibilités qui peuvent exister. J'essaye de vous la donner à voir de manière assez simplifiée à travers un peu cette boussole. Alors la boussole, elle permet de simplifier, donc elle est très vulgarisatrice, donc et potentiellement pour celles et ceux qui connaissent le sujet, ils vont se dire c'est pas tout à fait exact. Effectivement, ce n'est pas tout à fait exact comme tout exercice de vulgarisation. Ceci étant, on va essayer de prendre ce qu'il y a de juste. D'un côté, on va avoir l'angle de la liberté d'action, de la marge de manœuvre que les habitants peuvent avoir dans le projet, ce sur quoi ils vont pouvoir agir. Ils vont pouvoir agir en phase de conception, de réflexion en amont, mais aussi ils vont pouvoir agir en phase de gestion, de vie du projet. Et de l'autre côté, c'est le besoin qu'on oppose souvent à la liberté, c'est le besoin de sécurité. Donc qui dit sécurité dit savoir à quel prix ça va sortir, dans quel timing ça va sortir et combien de mètres carrés est-ce que j'aurai. Tout ceci qui permet de contrôler dès le plus tôt possible finalement les conditions d'acquisition ou de loyer in fine. C'est difficile de marier les deux, évidemment. Dans le registre de la liberté, on va retrouver les projets en autopromotion. C'est là où les habitants font tout le travail du promoteur immobilier. Ils conçoivent de A à Z leur projet. Il peut y avoir de l'autopromotion vraiment où ils prennent tout en main et ils sont à l'initiative. Il peut y avoir de l'autopromotion comme vous le visiterez demain à Cahute, qu'on appelle de l'autopromotion accompagnée, où là il y a eu un professionnel qui a un peu travaillé les conditions préalables pour qu'il y ait un groupe qui puisse se former, mais sur la base d'un terrain qui est déjà un peu sécurisé, de conditions, on va dire, aussi de timing de constitution, on va dire, garantie par ses compétences professionnelles de rester dans une certaine mesure d'enveloppe financière. On a plusieurs opérations de ce type-là. Toute la première vague d'ailleurs d'habitat participatif à Strasbourg se situe plutôt dans cette première catégorie. Puis après, on a des projets que moi j'appelle, c'est vraiment pas certifié comme appellation, mais de coproduction. Il y a une initiative d'habitants, un groupe, une association qui se constitue autour d'un projet commun, un projet d'habiter ensemble, et sauf qu'ils ne vont pas pouvoir assurer tout le travail de maîtrise d'ouvrage, on appelle ça, donc celui qui va porter tout le montage financier, le montage juridique, le montage technique, le suivi de chantier, etc. C'est trop lourd, notamment ce matin, avec Jean-Louis, on a inauguré les potagers, c'est un projet. C'est pas lui, mais bon, c'est anciennement Cocon 3S, un projet pour seniors, célibataires, et c'est en locatif social, dans un souci d'être accessible économiquement parlant au plus grand nombre. Ils se sont associés avec un bailleur social qui a porté tout le travail, on va dire, d'élaboration, de montage juridique et financier. Mais aujourd'hui, le groupe est dans une situation d'autogestion. Ils viennent d'emménager en novembre. Les espaces partagés sont très très généreux et c'est le groupe qui est vraiment au cœur du fonctionnement collectif du lieu. À l'autre extrémité, on a la co-conception. Donc on va avoir ces projets notamment promus par des promoteurs souvent, ou souvent en accession à la propriété, des gens qui achètent un logement, et où le promoteur va associer à un moment donné dans la conception les futurs habitants, leur laisser une place sur la conception de leur logement, sur la conception des espaces partagés, mais ça va être extrêmement cadré.
parce que le prix de sortie va être déjà quasiment posé dès le début, parce que les délais dans lesquels il faut rentrer seront aussi contraints. Donc ça a des avantages, puisque vous savez théoriquement quand sera livré le logement et à quel prix. Par contre, en termes de marge de manœuvre, bon, c'est sûr que vous pouvez bouger un petit peu les cloisons, les agencements, enfin, c'est très, ça peut être assez minimaliste, plus ou moins minimaliste selon les promoteurs, évidemment. Je ne sais pas si je prends des questions tout de suite ou je fais toute la présentation. T'as une question? Tu diras un mot après? Ouais, t'inquiète. Bon, je fais toute la présentation et puis après vous pourrez revenir. On fera comme ça je contrôle mon temps d'intervention. Pour vous donner à voir, je pense que je suis un peu trop long d'ailleurs. Globalement, les étapes d'un projet d'habitat participatif. Les étapes classiques d'un projet immobilier, c'est les petites notions qui sont là à gauche. La faisabilité, à combien est-ce qu'on peut faire globalement une opération, à quelles conditions on peut les faire, combien de logements on peut faire sur ce terrain. La programmation, c'est le cahier des charges, combien de logements, combien d'espace, quel type de construction. La conception, on travaille avec l'architecte pour élaborer les logements, pour élaborer le bâtiment. L'exécution, c'est les travaux, la livraison. On transmet les clés et après c'est toute la phase de gestion, de vie, d'exploitation, de fonctionnement. Dans un projet d'habitat d'ordinaire, dans un projet classique d'habitat, de construction, il n'existe que le côté gauche, c'est le projet immobilier. Dans l'habitat participatif, il y a à côté de ça le projet social, le projet de vie, le projet collectif qui va exister et tout le travail du groupe et ou de l'opérateur et ou de l'accompagnateur, parce qu'il y a aussi des personnes qui accompagnent ça va être de faire ce travail, on va dire, itératif entre les deux, un premier projet social qui va préexister, qui va se traduire dans un programme technique, on va dire, sous quelle forme d'espace, avec quel espace, quel type d'usage, etc., avec quel type de logement, et ainsi de suite. Les deux notions qui sont quand même essentielles dans le projet immobilier avec l'habitat participatif, c'est le fait qu'on introduit dans cette logique de conception qui est très, en général, entre le maître d'œuvre, entre l'architecte et le promoteur, le bailleur, le maître d'ouvrage. Là, on va introduire la subjectivité de l'individu, du futur habitant, des futurs habitants dans le processus de conception, ce qui va donner des projets qui se ressemblent pas les uns aux autres, même s'il y a toujours des choses qui reviennent. Et puis, comme je vous disais, la question de questionner la mutualisation, le partage, qui est un élément assez central dans l'élaboration du projet immobilier. Quelles vont être les places des usages partagés, qu'est-ce qu'on va partager entre nous. Enfin voilà, c'est quelque chose qui revient systématiquement et qui va se traduire à un moment donné dans des espaces. À côté de ça, le projet social, ça va être la question de comment on fait en sorte que notre cadre de vie soutienne ce pouvoir d'agir qu'on a envie à la fois à l'échelle individuelle et collective, qu'on a envie de voir vivre le plus longtemps possible et le plus intensément possible pour certains, pour d'autres un peu moins. Et il y a toute la question de la construction des solidarités de voisinage, construire de la confiance, ça met du temps. Et donc c'est à la fois par ce travail sur le projet immobilier que des premières formes de liens de solidarité se forment, de liens de connaissance, d'interconnaissance se forment. Donc voilà, pour vous donner à voir rapidement, on va dire, les différentes étapes. C'était important pour moi de vous pointer finalement quels résultats ça donne, ces projets-là. Je vais essayer de le faire avec à la fois une dimension pour que vous ayez une vision d'ensemble et à la fois vous donner quelques exemples un peu plus particuliers. Les trois grandes notions sur lesquelles il y a des résultats plus ou moins tangibles, ça va être la question de la qualité architecturale, la qualité technique, les qualités d'usage des bâtiments, ça va être la question de la cohésion sociale, de la paix sociale, et ça va être ce qui relève plus des enjeux, on va dire, de démocratie, de fonctionnement démocratique. Je vais préciser un petit peu mes propos. Dans le premier aspect sur les qualités de confort architectural, technique, d'abord on va trouver les espaces partagés où effectivement on a un confort d'usage qui est généralement amélioré quand même la plupart du temps, avec à la fois des buanderies, des chambres d'amis, des salles communes, des ateliers, des potagers. On a également généralement des espaces communs qui, au lieu d'être uniquement des lieux de passage, peuvent être aussi des lieux de vie, de rencontre, et qui peuvent être appropriés là où d'ordinaire dans l'habitat collectif classique, on ne fait que passer. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'appropriation ou de marque d'appropriation. Ça peut être très très mal vu de s'approprier son pas de porte.
Donc ça permet d'avoir souvent des espaces de circulation plus généreux, parce que ça leur donne une nouvelle valeur d'usage. Et c'est aussi, comme avantage pour la qualité, c'est une meilleure maîtrise des coûts de gestion et d'entretien, parce qu'on réfléchit un petit peu mieux à la question de la robustesse des matériaux, de la robustesse du bon fonctionnement des lieux. Et donc on peut notamment avoir des pistes d'économie de gestion, parce que les gens aussi sont plus impliqués dans la manière d'entretenir et de soigner ces espaces partagés. Sur les logements, on va avoir des impacts qui vont être plus sur la question des surfaces de logements qui, généralement en ville, sont quand même plus réduits que la moyenne, parce que comme ils ont pu être pensés un peu mieux en amont, on a pu chercher à répondre, à identifier quels sont les besoins essentiels, comment est-ce qu'on arrive à y répondre le mieux possible dans une enveloppe financière la plus maîtrisée. Donc cette idée de conception sur mesure permet d'aller vraiment avoir une logique d'espace sur mesure et qui répond mieux. La petite exemple, alors j'ai pas trouvé de photos locales, mais en gros cette idée aujourd'hui, si vous regardez parfois des logements produits par la promotion immobilière classique, vous allez avoir systématiquement la cuisine en deuxième jour, c'est-à-dire sur le mur du fond, parce que c'est une manière de pouvoir optimiser les considérations techniques, financières, réglementaires, là où en général, quand un habitant se mêle de la réflexion, vous pouvez être sûr que la cuisine aura forcément un éclairage naturel quelque part. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est pour connaître un petit peu la promotion privée, c'est quand même quelque chose qui le coin cuisine qui peut se retrouver dans des endroits assez étonnants. Là, c'est un soin quand même qui est assez particulier. Et comme en France, on a un soin très très particulier pour la cuisine, c'est quand même un élément qui est assez central. Le côté l'évolutivité des logements, il y a quand même un certain nombre d'opérations où les habitants étant associés en amont réfléchissent à la question du vieillissement et à la question de l'adaptation de leur logement aux différentes étapes de vie, avec des logements qui peuvent évoluer avec une chambre supplémentaire qui peut soit être fusionnée avec l'ensemble de l'appartement, soit être scindée pour accueillir soit un enfant qui va décohabiter, soit accueillir un aidant qui va venir pour venir soutenir une famille qui subit une situation de perte d'autonomie. Et cette réflexion sur l'adaptabilité du logement, elle se retrouve quand même dans plusieurs opérations à Strasbourg. Enfin, la dernier impact, on va dire, c'est que c'est des opérations qui sortent globalement au prix du marché immobilier classique, tout simplement parce que la marge du promoteur, elle est intégrée la plupart du temps dans la qualité constructive, notamment sur la dimension écologique et sanitaire, environnementale et sanitaire des matériaux qui sont utilisés. Et donc, on a des projets qui majoritairement utilisent des matériaux biosourcés ou géosourcés, ce qui est encore loin d'être le cas de la majorité des projets immobiliers neufs. C'était pour vous donner un petit aperçu de la diversité architecturale à Strasbourg en une seule slide, parce il y a différentes formes de structures, il y a différentes tailles, il y a différents parements, il y a différentes localisations qui expliquent ça. Voilà, de toute façon, là, je vous diffuserai la présentation, donc comme vous pourrez regarder de plus près. L'autre notion en termes d'impact, c'est la question de la cohésion sociale. Il y a cette idée d'aller vers une vie locale plus inclusive, plus écologique, plus conviviale. Il y a à la fois un certain nombre de projets qui accueillent notamment Cahut, qui accueillent des habitats inclusifs, des logements ou des colocations pour des personnes qui ont des besoins spécifiques, des traumatisés crâniens ou des personnes qui ont des différents types de déficiences. Donc c'est le cas à Cahut et c'est le cas dans d'autres projets en habitat participatif. On va avoir des élans de dynamique sociale comme des événements culturels festifs qui se passent dans les habitats, dans les espaces partagés des habitats participatifs qui cherchent à rayonner, on va dire, sur le quartier à partir de leur espace partagé. On a cette idée de stimuler l'entraide. Je reviendrai dessus parce que c'est une expérience qui est intéressante au Potiron à l'écoquartier Danube. Où on cherche à provoquer des occasions d'entraide et de relations sociales qui seraient pas spontanées sinon.
La dernière idée, c'est de nourrir l'esprit d'initiative et de convivialité, notamment cette idée que quand on se sent bien, on est engagé dans une dynamique collective dans sa résidence, qu'on a confiance les uns dans les autres, on a envie parfois d'aller faire des choses au-delà des murs de sa résidence, et on s'organise avec des voisins carrément pour organiser soit un pédibus, enfin voilà, une sorte de manière d'accompagner ensemble les enfants à l'école, soit un vide-grenier festif, c'est le cas au Neudorf, là où des personnes d'écologie ont initié aussi l'organisation d'un vide-grenier, tout comme ils avaient initié à l'époque le premier jardin partagé à Strasbourg, qui se situe juste à côté de l'immeuble écologie. Le dernier aspect, dernier impact, c'est sur la dimension démocratique. Pour qu'il y ait des démocraties, des républiques démocratiques, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes démocratiques. Et pour devenir des hommes et des femmes démocratiques, étant donné que l'école a beaucoup de choses à nous enseigner, et la dimension démocratique est pas celle qui est la plus centrale, il faut qu'on ait le plus possible d'occasions de discuter, d'avoir des espaces de dialogue, d'expression possible de soi, de ses besoins, et des espaces pour s'organiser collectivement. Si on n'en fait pas l'expérience à l'échelle très concrète de nos vies, il y a peu de chances qu'on réussisse à comprendre vraiment quels sont les enjeux du fonctionnement démocratique de manière plus globale. Donc c'est quelque chose sur lequel nous, Écoquartier Strasbourg, c'est un niveau plus global, mais c'est vrai que ce dont on se rend compte, c'est que on a plein de représentations limitantes de la coopération de la démocratie. Notamment, on pense que le conflit est un échec. Or, dans les habitats participatifs, le conflit, c'est un élément qui est normal. En fait, s'il y a de la coopération, c'est qu'il y a du conflit. Ce qui n'est pas normal, c'est la violence, qui peut être provoquée par un conflit qui est mal géré. Ça, oui, effectivement, ça c'est une situation d'échec. Mais le conflit, il est juste normal dans toute forme de coopération. Et par contre, l'enjeu, c'est de réussir à apprendre à la manière de le gérer le plus précocement et de réussir à en sortir le plus possible par le haut. Mais on ne fait pas de démocratie sans conflit. Et donc, aujourd'hui, on est beaucoup en train de travailler à soutenir, maintenant qu'il y a une vingtaine de projets d'habitat participatif qui existent à Strasbourg, on cherche à soutenir tous les groupes installés parce que on apprend chaque jour à faire démocratie. Et donc, ça nécessite de découvrir aussi la manière dont on peut apprendre à faire les choses autrement, à s'organiser autrement, à décider autrement. Et donc, c'est une sorte d'apprenance, d'apprentissage du quotidien qu'on cherche à soutenir dans le temps long. Donc c'est aussi une résultante finalement de ce mouvement de l'habitat participatif à travers ce que réalise encore aujourd'hui l'association Écoquartier Strasbourg. Pour vous dire que il y a eu un certain nombre d'habitats participatifs qui se sont formés en Alsace et il y en a la majorité encore pour l'instant à Strasbourg, et que à Cronenbourg, qui était le sujet spécifique de vos rencontres, il y a deux beaux projets. Il y a évidemment Cahute que vous allez visiter demain, mais il y a aussi le Making of, qui est un projet en autopromotion, en isolation paille, et qui accueille notamment 2 logements locatifs sociaux pour des personnes qui sont hébergées sur des courtes durées. Quand je disais qu'il y avait tout cet enjeu d'inclusion sociale, sur les 2 projets, on va avoir des logements qui sont dédiés à des publics qui sont des publics considérés comme plus éloignés de l'habitat participatif en général, parce que plus en situation d'insécurité. Et il y a un dernier projet qui recherche encore un dernier foyer, qui s'appelle Oberkai. C'est un petit projet de 3 logements en autopromotion qui se situe route de Berosbergen. Donc si vous êtes intéressé par un projet, il y a un logement qui cherche encore un acquéreur. Zoom sur les écoquartiers. J'ai encore 2 slides. C'est parce que pour comprendre un peu ce mouvement d'écoquartiers, c'était important de revenir à ces premières diapos où on a un mouvement qui est ascendant, un mouvement citoyen qui veut parler d'écologie, qui veut parler de participation, et puis un mouvement qui suit ce mouvement citoyen qui va beaucoup plus chercher à institutionnaliser ces notions pour le bien commun, enfin avec plein de bonnes raisons, mais aussi avec une manière de faire finalement qui éteint, qui essouffle,
quelque part cette démarche ascendante. La démarche ascendante, c'est ce qu'on a vu dans l'écoquartier Vauban, avec cette initiative, avec l'idée de construire une culture du quartier ensemble, par la confrontation des habitants. C'est une approche plus sociale, plus constructiviste. De l'autre côté, on a une démarche beaucoup plus descendante, qui est une approche technique et normative des écoquartiers. Et l'enjeu, une fois qu'il y a plein d'ingénierie, de techniciens, d'ingénieurs qui ont réfléchi à la manière dont on peut faire un écoquartier avec les dimensions environnementales essentiellement qui sont au centre, plus que sociales, avec les dimensions de réduction de l'empreinte environnementale, de sobriété énergétique, de récupération des eaux, d'infiltration des eaux. On va avoir une logique où tout ceci est beaucoup plus pensé entre des experts. Et puis à la fin, il faut que les habitants ils se débrouillent pour adhérer avec le projet. Et donc on se retrouve avec des situations d'enjeux de responsabilisation. Il faut responsabiliser les gens, à essayer de faire le tri, à essayer de faire ceci. Bon, on serait tous dans des situations qui sont plutôt sous une forme d'injonction, qui n'est pas franchement évident pour obtenir une adhésion. Et c'est pour ça que dans ce domaine-là, on parle beaucoup plus d'information, de médiation, de concertation. Voilà. On est pris dans cette dichotomie, à la fois d'avoir plus de projets d'écoquartiers en France que s'il n'y avait eu que des projets d'initiative habitante. Il y en a beaucoup plus maintenant que ça a été repris par le monde professionnel. Par contre, on a une logique finalement beaucoup plus descendante. Il y a 99,9% des écoquartiers en France qui sont sur le modèle d'une approche technique et normative. Autant vous dire que pour en trouver qui ont une logique vraiment ascendante, il y en a quelques éco-hameaux dans le rural qui ont essayé d'avoir cette dynamique-là, mais voilà, ça va à l'inverse du mode de faire habituel des collectivités et des autorités publiques. Sur l'écoquartier Brasserie, donc c'est un écoquartier qui est labellisé par l'État. Voilà, l'enjeu finalement de la production de l'écoquartier, c'était essentiellement la réduction de l'empreinte environnementale et la dimension sociale à travers la création de logements abordables. C'est comme ça que la dimension sociale a été prise en compte. Et puis il y a eu le projet Cahute aussi qui a permis d'ouvrir aussi une page sur une dimension participative. Heureusement qu'il y a eu Cahute, sinon il n'y aurait pas eu grand-chose sur cet espace on va dire de démarche ascendante. Sur la démarche descendante, qui dit écoquartier en France, en zone urbaine, dit parking souterrain. C'est logique, on veut pas que les voitures soient stationnées en extérieur, donc on met tout en dessous, et pour que tout ça soit optimisé, il faut un seul parking pour tout le monde, donc il y a un enjeu de mutualisation des parkings, donc c'est ce que vous voyez en bas, le parking silo qui est situé en souterrain. La deuxième aspect, c'est la chaufferie à base de géothermie sur nappe phréatique. C'est les deux grands éléments, on va dire, qui permettent de montrer à l'écoquartier qui réduit son impact environnemental. Après, il y a des manières aussi ces éléments-là ont permis aussi d'avoir des procédés d'infiltration des eaux qui étaient très bénéfiques. Mais essentiellement, vous avez la dimension centrale de l'éco-quartier qui se situe à travers ces partis pris techniques et urbains. Voilà. Pour vous donner la dimension sociale aussi quelque part, je suis allé chercher les chiffres, il y a 33 700 mètres carrés qui ont été construits. C'est sur le site de la CERS, donc c'est l'aménageur qui a soutenu tout le processus de construction des différentes opérations. Il y a 400 mètres carrés de services de proximité. J'en finirai avec ça, parce qu'après l'idée c'est peut-être d'être plus dans l'échange. En finir avec quand même des éléments qui aujourd'hui moi me posent question parce qu'aujourd'hui c'est la question du qu'est-ce qu'on a après les écoquartiers finalement. Les écoquartiers, il y a eu cette initiative qui est partie d'un mouvement quand même globalement citoyen, qui a été institutionnalisé, qui s'est traduit par des approches assez techniques et normatives. On en est plutôt revenu pour la plupart parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où finalement les habitants n'ont pas compris quelle était la dimension écologique, ils n'ont pas été informés, ils n'ont pas été associés en amont, donc il y a une difficile adhésion dans beaucoup d'écoquartiers
il y a une adhésion très difficile des habitants avec cette dimension écologique. Pourquoi je peux pas garer ma voiture juste en bas de chez moi? Pourquoi est-ce que je peux pas inviter des personnes facilement pour qu'ils puissent se stationner? C'est souvent le stationnement qui revient très très régulièrement. Aujourd'hui, ça nous pose question sur quel serait le modèle demain d'un quartier qui soit finalement qui soit pensé au regard des enjeux de la ville de demain. Et la ville de demain, voilà, je vous ai mis quelques références. Il y a notamment l'ouvrage de Sylvain Grisot, Redirection urbaine, qui pose un élément central, c'est que dans notre histoire de la modernité, on est quelque part, pour certains, on est à la fin de notre époque moderne. L'époque moderne, ça a été l'époque de l'avènement des sciences qui nous ont permis d'observer, en observant, de maîtriser, de contrôler. Tout ceci, ça date d'il y a 3 siècles, c'est des grands cycles de 3 siècles. On se rend compte finalement qu'en cherchant à tout maîtriser, finalement, ça nous a conduit au constat d'un monde qui est dans un bien triste état, et que finalement la manière de vouloir chercher à contrôler le vivant nous a coupé totalement du vivant, nous a fait sortir c'est la modernité qui nous a fait nous positionner en dehors de la nature. Bien des cultures nous situent dans la nature. Aujourd'hui, il y a tout cet avènement de penseurs qui réfléchissent à la manière dont on peut changer notre paradigme urbain pour réfléchir à la manière dont l'humain réussit à se penser comme totalement interdépendant de la nature, comme un élément de la nature. Et ça passe notamment par ce que produit Olivier Hamon, qui est un biologiste, qui passe par la notion de robustesse, qui est le fait que le vivant se crée, existe par sa capacité à subir des fluctuations, à être agile, à développer de l'adaptabilité à différentes fluctuations. On voit depuis 10-15 ans que plus rien n'est prévisible. On ne peut plus prévoir les conditions climatiques, les conditions économiques, sociales. On sait que, c'est ce que dit Sylvain Grisot, on est passé des 30 glorieuses aux 30 insouciantes des années 80, et là on rentre dans les 30 turbulentes. On sait juste qu'il y aura des fluctuations, et que pour mieux vivre les fluctuations, il faut repenser une manière de réussir à continuer à construire, à fabriquer de la ville, mais plus en allant construire des choses qui vont mettre 10 ans à se fabriquer, et quand elles seront sorties, elles seront finalement déjà caduques sous certains aspects ou inadaptées aux enjeux qu'on vivra. Il faut aller beaucoup plus dans des notions de le soin des choses, c'est revenir à la question de comment est-ce qu'on arrive à mettre de l'attention sur l'entretien, la maintenance de l'existant, comment on arrive à réinvestir le déjà là, et à y mettre à la fois notre attention, notre soin, et aussi nos ressources humaines et financières, parce que ça nécessite de revaloriser tout un champ de métiers qui, voilà, la maintenance, vous dites ça, la maintenance à un bailleur social, c'est les métiers qui gèrent les tracas du quotidien. C'est la maîtrise d'ouvrage, ceux qui produisent du logement, c'est dans la hiérarchie sociale, c'est eux qui sont la tête pensante des institutions. Donc il y a aussi une inversion à faire sur la question de notre capacité à concevoir maintenant de la ville, essentiellement à partir du déjà là, et de nous, on va dire, repositionner dans notre interdépendance avec la nature.